Bavière, 1776. Un professeur en droit fonde une société secrète afin de s'opposer au pouvoir en place. Il défend une vision progressiste de la société. Adepte de rituels et de symboles ésotériques, cette société va s'inscrire dans l'histoire au point d'être encore sur toutes les lèvres aujourd'hui. L'ordre des Illuminati. Vatican, 1886. Léo Taxil est reçu par le pape Léon XIII. Exclu dans la franc-maçonnerie, Taxil va passer une décennie à dénoncer leurs exactions, leurs rituels et même leurs pratiques satanistes. Russie, 1903. Des extraits d'un texte des plus inquiétants sont publiés dans le journal Znamia. Il est question de corrompre la justice, de semer la discorde dans les partis politiques, la destruction du christianisme, la création de crises économiques et l'extermination de la noblesse. Derrière ce sinistre projet, une poignée de responsables juifs. Son nom, le protocole des sages de Sion. France, 1956. En fouillant dans les affaires de l'ancien abbé du coin, un restaurateur de Rennes-le-Château, petit village de l'Aude, découvre un trésor inestimable que tout le monde pensait perdu. Celui des Templiers. Hongrie, 2008. En pleine campagne pour sa réélection, le président Viktor Orban fait le choix de ne pas s'opposer à ses adversaires politiques, mais à une personne plus importante. Il cible un compatriote milliardaire, un énigmatique philanthrope. En 1992, cet homme d'affaires fait pression sur la Banque d'Angleterre. En 1993, il est accusé de spéculer sur le système monétaire européen. Il est impliqué dans l'affaire de la Société Générale et en 2017, son nom est cité dans les Paradise Papers. George Soros. Il est de bon ton de commencer par la citation d'une personne connue. Ici, il faudra vous contenter d'un de mes profs de sciences au collège. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Il ne sera donc pas question ici de savoir qui aurait raison ou qui aurait tort, mais plutôt de remonter le courant jusqu'à la source de chaque idée. Les théories du complot font couler beaucoup d'encre et consomment beaucoup d'octets dans des échanges rarement cordiaux. Il serait cependant vain, voire arrogant, d'adopter fermement une des deux positions, comme un piédestal pour regarder de haut la personne en face de nous. Le faux, la diffamation et la rumeur ont toujours existé en parallèle du pouvoir politique, comme un outil pour conquérir ou conserver ce pouvoir. L'inverse est également un outil politique, lorsque l'on qualifie un fait avéré de faux et une preuve de mensonge. Si les preuves en faveur des faits existent, il n'y a pas de preuve que quelque chose n'existe pas. On pourrait alors prendre chaque élément d'un raisonnement et fournir une autre explication, ou expliquer en quoi cet élément relève d'une interprétation erronée. Mais le travail est long et le partage bien plus rapide. Remonter à la source, c'est aller à contre-courant du flot des informations, du flux des idées et du flot des vérités martelées. Remonter à la source, c'est prendre le temps nécessaire pour observer les racines des idées, la terre qui les a vues pousser et l'eau qui les a abreuvées. France, an 5 du calendrier révolutionnaire. Le pays est dirigé par le Directoire. À l'intérieur, un complot royaliste vient d'être démantelé. À l'extérieur, les généraux Bonaparte et Bernadotte accumulent les victoires. L'époque est au foisonnement culturel, peut-être la conséquence de la fin de la terreur. Augustin de Baruel, dit l'abbé Baruel, corrige le manuscrit de son dernier ouvrage. Ancien étudiant en théologie, ce jésuite devient à 30 ans polémiste, déjà à l'époque, et s'illustre dans la fabrication de faux documents incriminant la population juive. Mais son faux le plus célèbre, il est encore en train de le rédiger. Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Ce livre sera le J'accuse des réactionnaires. Baruel fait de la Révolution française l'œuvre d'un complot de plusieurs sociétés secrètes unies contre la monarchie. Franc-maçon, adepte de la Rose-Croix, et à la tête de cette sombre coalition, l'Ordre des Illuminés de Bavière. Le XIXe siècle suivant connaît une vague de peur à l'encontre des Illuminés au sein même de la classe dirigeante. Ils sont pour la première fois appelés Illuminati en 1912, sous la plume du prêtre Ernest Join. Durant la première moitié du XXe siècle,
les Illuminati se retrouvent dans de nombreux discours et travaux d'extrême droite. Nesta Webster, Edith Starr Miller, jusqu'au révérend Gerald Burton Winrod, un sympathisant nazi. En 1958, William J. Carr, ancien militaire et antisémite militant, évoque un complot mondial Illuminati dans son ouvrage Pawns in the Game. C'est dans ce livre qu'apparaît l'idée voulant que le billet d'$1 soit marqué du sceau des Illuminati. La guerre froide arrivant, le conspirationnisme s'oriente vers la peur du communisme, laissant les Illuminati dans l'ombre. Jusqu'à un certain événement de 2001. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, 2 of them. Illuminés, illuministes, Illuminati, les termes changent avec les années, tout comme les symboles ou méfaits qui leur sont attribués diffèrent selon les auteurs. Au point que l'on peut se demander si tous les détracteurs parlent finalement bien de la même société secrète. Les Illuminés de Bavière, ou Illuminatenorden dans la langue de Tokyo Hotel, sont une société secrète fondée le 1er mai 1776 par un professeur de droit, Adam Weishaupt. La société est très hiérarchisée, majoritairement composée d'amis et d'anciens élèves de Weishaupt. Il s'oppose au conservatisme dominant la société bavaroise, mais aussi aux francs-maçons et adeptes de la Rose-Croix, que Weishaupt considérait comme trop conservateurs. Ce n'est qu'en 1780, après une réorganisation du groupe par le baron Alfred von Knigge, que les Illuminés connaissent le succès, avant que les sociétés secrètes ne soient interdites en Bavière, 4 ans plus tard. Parce que oui, les sociétés secrètes étaient autorisées à l'époque en Bavière, voire ouvertement déclarées. L'ordre ne disparaît pas immédiatement. Quelques poches survivent en Saxe, jusqu'à leur extinction complète en 1789, avant les premiers événements de la Révolution française. L'abbé Baruel publiera les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme en 5 tomes. Si l'on ne se souvient pas des 5 tomes, les idées qu'il véhicule ont traversé les siècles. Si encore aujourd'hui certains voient la Révolution française comme une manigance rondement menée, c'est l'œuvre de l'abbé Baruel. C'est la naissance du conspirationnisme. Pour la première fois, les sociétés secrètes n'étaient plus une menace tapie dans l'ombre, comme l'affirmaient plusieurs ouvrages contemporains de Baruel, mais le moteur même des événements. Ce qui marque la caractéristique du conspirationnisme, c'est l'influence qu'il attribue aux sociétés secrètes sur l'histoire, la société, les sciences ou l'actualité. Là où le complot relevait jusqu'ici de la diffamation ou de la rumeur, il est désormais la force motrice des événements du monde. Il donne du sens aux faits, explique chaque élément de notre société, chaque épisode, chaque catastrophe, chaque anecdote. Mais en regardant les éléments historiques qui nous sont accessibles, et sans spéculer au-delà de ces éléments, les intentions prêtées aux Illuminés de Bavière semblent disproportionnées quant à leur impact réel sur la société. À partir de là, le terme de théorie du complot sonne comme une fausse note. La théorie, au sens scientifique, désigne une hypothèse confirmée, étayée, appuyée. Dans ces circonstances, le terme d'hypothèse du complot serait plus approprié. États-Unis, 2001. Cette année, un événement va mettre les Illuminati sur toutes les lèvres conspirationnistes. Non, juste avant. Angelina Jolie. Is Lara Croft. Time to save the universe? Absolutely. Tomb Raider. Été 2001. Sortie de le film. C'est le premier film hollywoodien et le premier film grand public à parler des Illuminati en ces termes, et elle est désignée comme menace explicite pesant sur le monde. Les scénaristes de Tomb Raider avaient-ils un pied dans le conspirationnisme? Ou étaient-ils influencés par d'autres sources? En 1975, Robert Anton Wilson et Robert Shea publient Illuminatus ! Texte parodique qu'ils qualifient de conte de fées pour parano et dans lequel ils se moquent allègrement des thèses conspirationnistes. Le texte accouchera d'une trilogie de romans.
10 ans plus tard, un jeu de cartes créé par Steve Jackson envahit les campus états-uniens avant de déferler sur l'Europe. Son but ? Contrôler le monde. Son nom ? Illuminati. Toujours point d'exclamation. Son succès est tel qu'il connaîtra 4 extensions et sera réédité jusqu'en 2017. Nouveau bond de 10 ans en avant. C'est le cinéma qui s'empare désormais des Illuminati. 2 films européens mentionnent la célèbre société secrète. 23, petit film allemand vaguement inspiré d'un fait réel et des romans Illuminatus, et Razorblade Smile, film anglais complètement fauché, où les Illuminati se révèlent être au centre d'un jeu BDSM entre les 2 personnages principaux, des vampires centenaires. Et c'est surtout un prétexte pour le réalisateur pour filmer son actrice principale en combinaison latex dans son jardin. Passé l'année 2001, les Illuminati envahissent la pop culture. Films, séries, jeux vidéo, comics, romans, musique, Illuminati au four, à la vapeur, au grill, à la broche, en friture, on bouffe de l'Illuminati à tous les repas au point que ça commence à déborder. Les francs-maçons, les assassins, les templiers et d'autres ordres ou sociétés plus ou moins secrètes apparaissent ici et là, de la contre-culture d'initiés au grand public, mais jamais autant que les Illuminés de Bavière. On a pourtant peu d'informations sur eux. Ils n'ont pas laissé beaucoup de traces écrites et n'ont guère influencé leurs contemporains. Il reste surtout de l'Illuminatenorden une image de groupe mystérieux, un peu arrogant, adepte d'ésotérisme, perdu dans l'histoire. Et si c'était la raison de leur succès ? S'ils n'ont pas d'identité visuelle particulièrement marquée, alors il est possible de leur attribuer tous les symboles possibles, interchangeables les uns avec les autres, peu importe leur signification première. Si leurs idées nous paraissent floues aujourd'hui, elles peuvent être tordues, au gré de nos envies ou de notre besoin de narration. Si l'on ne sait pas vraiment quel impact ils ont eu, alors il est possible de leur attribuer tous les pouvoirs. Le simple nom Illuminati suffit à convoquer un imaginaire aussi foisonnant que creux. Peu importe l'époque, leur utilisation dans la fiction n'a que peu, voire rien à voir avec l'ordre d'origine. Malléables à souhait au gré des narrations, leurs intentions et leurs symboles d'origine ont complètement disparu. Ne reste qu'un nom, comme s'il avait toujours été synonyme d'antagoniste, de menace, d'ennemi caché. Avec le temps, les Illuminati sont devenus un fourre-tout sans véritable limite, pourvu que ce soit une société secrète. À travers les années, tous les symboles, toutes les images, toutes les intentions leur ont été prêtées. Dans la fiction, comme en politique. Les Illuminati semblent être une facilité d'écriture, un cache-misère à la faiblesse scénaristique ou un clin d'œil amusé. Et quand ce ne sont pas les Illuminés, ce sont d'autres sociétés secrètes, qu'elles aient réellement existé ou qu'elles soient purement fictives. L'univers Marvel, Dan Brown, Resident Evil, Assassin's Creed, Prison Break, Batman, Men in Black, Bones, Benjamin Gates, la saga Deus Ex, Heroes, Watch Dogs, Ghost in the Shell, Metal Gear, Doctor Who, Stargate SG-1. Les sociétés secrètes, qu'elles soient fictives, inspirées ou ayant réellement existé, sont un des piliers de la fiction au XXIe siècle. Il serait snob de dire que toutes sont des facilités d'écriture, certaines étant de véritables moteurs narratifs, d'autres un décor authentique, une référence potache à la culture conspi, ou simplement justifient leur présence dans la narration, même à titre anecdotique. Mais ce n'est que de la fiction, qui picore dans l'histoire, s'appuyant sur quelques bribes de faits comme on set de prise pour escalader un mur. Les hypothèses du complot ne sont a priori pas des divertissements. Ce qu'elles disent ou affirment concernant les sociétés secrètes relève d'une narration différente. Les hypothèses du complot ne se présentent pas comme des fictions, mais comme des révélations ou des dénonciations. Pendant toute une décennie, Léo Taxil a parcouru l'Europe pour dénoncer les pratiques sataniques de la franc-maçonnerie, une autre société secrète. Le 19 avril 1897, il révéla qu'il avait tout inventé. Anticlérical convaincu, il s'était fait baptiser pour intégrer le monde catholique et profiter de sa crédulité afin de vendre un journal antimaçonnique. Pourtant, encore aujourd'hui, certaines critiques adressées à l'encontre de la franc-maçonnerie sont issues des écrits de Taxil. Le plus célèbre faux de l'histoire est probablement le Protocole des Sages de Sion. Texte censé révéler les plans secrets des Juifs dans leur volonté de mener le monde occidental à sa perte, il fut rédigé au début du XXe siècle par Matvei Golovinsky, journaliste au Figaro. Ce dernier était en fait un agent de l'Okhrana, la police secrète du tsar Nicolas II. Le texte fut écrit sur ordre d'un autre agent, Piotr Ratchkovski. L'Okhrana se méfiait de la montée des discours socialistes en Russie et de la fronde s'opposant au tsar.
Plusieurs des leaders de cette opposition étaient issus de culture juive, et dans l'espoir de les discréditer auprès du public et du tsar, l'idée fut de leur attribuer une volonté de domination du monde, notamment par le biais d'un projet sinistre, éliminer l'aristocratie. Le texte est publié entre 1903 et 1905 en Russie, avant d'être diffusé dans le monde entier. Le millionnaire Henry Ford le fait diffuser aux États-Unis, et un grand nombre d'antisémites du XXe siècle citent cet ouvrage comme un exemple évident de la malveillance hébraïque. Le texte est même mentionné dans le Mein Kampf d'Hitler. Les protocoles présentent d'étranges similitudes avec le Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, satire contre Napoléon III rédigé par Maurice Joly, un avocat franc-comtois. Trop critique, la plupart des copies furent détruites. Mais le hasard veut que le neveu de Maurice Joly fut un collègue de Golovinsky au Figaro. Le caractère factice du texte est révélé dès 1921 dans un article du New York Times. Ce qui n'empêche pas les antisémites contemporains de toujours brandir les protocoles comme une preuve historique. Figure récente du conspirationnisme mondialisé, le milliardaire George Soros nourrit de nombreuses hypothèses quant à son influence supposée sur le monde. S'il ne jouissait pas d'une aura particulièrement positive du fait de ses activités financières basées sur la spéculation, c'est en 2008 qu'il va carrément devenir maléfique aux yeux de certains. Certains, c'est le président hongrois Viktor Orban, alors en pleine campagne pour sa réélection. Il cible son compatriote comme un ennemi juré, dénonçant son ingérence dans les affaires du pays et sa volonté d'imposer ses idées un peu trop progressistes à son goût. J'oubliais, Soros est juif. Et autour du sombre portrait dressé du milliardaire dans toute l'Europe, un cadre doré à l'antisémitisme. Derrière cette stratégie, 2 consultants en politique, Arthur Finkelstein et George Birnbaum. Les 2 hommes ont fait leurs armes auprès du Parti conservateur républicain états-unien, de Richard Nixon à Donald Trump, ou du Likoud, Parti conservateur israélien. Ils décident de se lancer dans la campagne d'Orban. Ce dernier n'a plus d'opposants politiques solides à qui s'opposer, ce qui n'est jamais une bonne chose en politique car on se retrouve obligé de mettre en avant des idées constructives. C'est à ce moment que Finkelstein et Birnbaum fabriquent l'ennemi Soros. Orban est réélu et Soros devient l'anticoqueluche des conspirationnistes, surtout antisémites. Le faux comme outil politique est avantageux. Il est peu coûteux et se répand plus vite qu'une épidémie de gastro dans un jardin d'enfants. Cependant, il est incontrôlable. Plus on cherche à le démentir, plus on le renforce dans les consciences. Et l'ignorer serait également le laisser se propager. Le faux s'accroche aux esprits comme une créature de Frankenstein qui échapperait à son créateur. Lancer une rumeur, c'est allumer un feu sans avoir d'extincteur. Durant la guerre froide, États-Unis et URSS lançaient des rumeurs sur les actions secrètes du bloc d'en face. Aujourd'hui, certaines rumeurs anticommunistes ont été réutilisées contre Barack Obama ou d'autres figures du Parti démocrate aux États-Unis, pays où le feu de la menace soviétique semble encore rougir les braises de la peur. L'hypothèse du complot peut également servir d'excuse ou de bouc émissaire. Les thèses conspirationnistes se retrouvent alors jusqu'au sommet des États, où certains présidents les emploient dans leurs discours. Les discours politiques deviennent le terrain de toutes les fantaisies, où la conspiration est relayée quand elle n'est pas directement brandie comme un argument, non pas en notre faveur, mais contre les autres. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. On n'a jamais écrit ça. Jamais écrit ça. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. L'hypothèse voulant que l'attaque de Pearl Harbor soit un coup monté des États-Unis contre eux-mêmes trouve son origine dans les propos du commandant en chef Husband E. Kimmel et du contre-amiral Robert Theobald, 2 officiers présents ce jour-là. Kimmel se considérait comme un bouc émissaire après avoir été relevé de ses fonctions 10 jours après l'attaque. Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe, devient rapidement le secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. Le supposé assassinat de Lady Diana fut formulé en premier lieu par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed, alors compagnon de la princesse, lui aussi décédé dans l'accident. Parfois, il n'est même pas nécessaire de créer un complot,
mais simplement de qualifier un fait de complot pour le discréditer, comme une injure, une tâche bien difficile à effacer. Dès lors, du côté du pouvoir comme de celui du contre-pouvoir, le vrai n'importe plus. Tous les moyens sont bons pour nos idées, si on a des idées. À propos du protocole des sages de Sion, l'auteur fasciste Julius Evola disait en 1951 « On pourrait facilement montrer sans peine que, quand bien même les protocoles seraient un faux et leurs auteurs des agents provocateurs, ils n'en reflètent pas moins des idées typiques de la loi et de l'esprit d'Israël. » C'est pas vrai, mais ça aurait pu. Un raisonnement glissant, pour ne pas dire dangereux, qui peut rapidement transformer le fantasme en fait. Les 12, 13 et 14 janvier 1956, la Dépêche du Midi publie 3 articles qui vont changer la vie jusqu'ici tranquille d'un petit village de l'Aude, Rennes-le-Château. Un restaurateur aurait trouvé un trésor caché dans l'église du village. Et pas n'importe quel trésor. Celui, perdu, de l'ordre des Templiers. L'événement est repris dans la presse nationale et la télévision cède à son tour en 1961. Le trésor perdu des Templiers donnera lieu à près de 800 publications, livres et articles confondus, ainsi qu'un important afflux touristique chaque année à Rennes-le-Château. Derrière cette découverte, Noël Corbu, le propriétaire d'un hôtel-restaurant dans le village. Le succès n'est pas au rendez-vous. En s'inspirant de quelques légendes et en utilisant la réputation curieuse d'un abbé local décédé en 1917, il installe dans son établissement un petit mémorial et fait publier 3 articles dans la presse sur la supposée découverte du fameux trésor. L'histoire échappera à Corbu, reprise, modifiée, détournée par de nombreux auteurs, notamment des personnalités d'extrême droite. Le phénomène atteint son paroxysme avec le best-seller Da Vinci Code, qui reprend de nombreux éléments de l'énigme de Rennes-le-Château. Si les Illuminati ont eu Tomb Raider, le thriller ésotérique a eu Da Vinci Code. Le succès du roman de Dan Brown ouvre la boîte de Pandore du thriller historico-ésotérique à partir des années 2000. On ne compte plus les romans impliquant les Templiers, les francs-maçons, les ordres secrets et les arcanes souterrains. Ces romans vont jusqu'à frôler l'Uchronie, réécrivant l'histoire et ses coulisses, imaginant des trésors enfouis, des mystères irrésolus et des symboles cachés. Et c'est sans compter les films, séries et autres supports qui surfent sur cette même vague. Réécriture de l'histoire, réinterprétation des symboles, changement de sens, personnages fictifs croisant des personnages réels, anachronisme, détails imaginaires, romancisation des faits. C'est en partie la recette de leur succès. Être au cœur de l'histoire, la grande histoire, H majuscule. Être dans ses rouages, être au centre des ordres mystérieux, des grandes décisions, pouvoir côtoyer les grands noms qui font aujourd'hui les pages des livres d'histoire comme si c'était des voisins de palier. Être dans la confidence des moments et lieux décisifs qui ont fait le monde occidental. La sensation est encore plus forte avec le jeu vidéo, où la personne qui joue n'est plus seulement spectatrice, mais actrice de l'histoire. À l'instar des Illuminati, ces œuvres utilisent et réutilisent des noms, des dates et des symboles vidés de leur sens et de leur signification. En croisant imagerie et imaginaire, le tout passé au mixeur, on obtient un épais smoothie d'histoire, d'ésotérique, de mystère, d'action et pourquoi pas de romance. Mais les ingrédients ne sont plus reconnaissables. Tout devient accessoire. Les éléments connus sont seulement reconnus, sans pouvoir être rattachés à quelque chose. Ce qui faisait sens ne fait plus qu'image. Comme un produit de substitution, un ésotérisme factice, une homéopathie de symboles, tellement dilué que vous pouvez changer l'étiquette autant de fois que vous le souhaitez, le contenu sera le même. Alors qu'en est-il de l'utilisation des Illuminati en politique ? Dans la dénonciation de leur emprise sur le monde, les détracteurs des Illuminés de Bavière ne semblent pas parler de la même société secrète. Le nom de Weishaupt et quelques symboles reviennent, mais les volontés ou les partisans supposés changent. Il ne reste qu'une petite poignée d'éléments reconnaissables. Les Illuminati de Pawns in the Game sont noyés dans un maelstrom de franc-maçonnerie, de satanisme, de judaïsme et même de communisme, au point de ne plus ressembler à ce que l'histoire connaît réellement des Illuminés de Bavière. Se peut-il alors que l'utilisation des Illuminati dans le discours conspirationniste soit, sinon une facilité d'écriture, au moins un accessoire narratif ? Si l'antagoniste politique est factice, est-il possible que l'analyse politique soit une narration plutôt qu'un argumentaire ? My spirit gets close to that evil and I feel it and my whole spirit just goes ah, ah, ah. They call that crazy. That's not crazy. That's my will. So I dress
as a Satanist so that I can enter their world and show you that none of it means anything. Alex Jones est un des contre-experts les plus célèbres et les plus virulents aux États-Unis et sur Internet. Fondateur du site Infowars et animateur radio, ses vidéos YouTube cumulaient plus d'1 milliard de vues avant leur suppression. C'est un fervent soutien de Donald Trump, un antidémocrate convaincu et un conspirationniste zélé. Il défend l'idée qu'il existe des armes météorologiques, que les ouragans sont fabriqués par le gouvernement, parle de génocide des Blancs à travers le monde, s'insurge contre les vaccins et considère que les fusillades récurrentes aux États-Unis sont des mises en scène. En avril 2017, en plein procès pour son divorce, Alex Jones et son avocat affirment que tout ceci n'est qu'une performance, qu'il joue un rôle. Il est également apparu dans une poignée de films, tels que A Scanner Darkly de Richard Linklater, en tant qu'acteur. Si Jones prétend jouer un rôle, si ses émissions, sa présence à diverses manifestations, son site internet ne sont qu'une performance, quelle peut être la volonté d'Alex Jones ? Le magazine allemand Der Spiegel et l'animateur britannique John Oliver ont remarqué que Jones est d'abord un homme d'affaires. Sur son site Infowars, il est possible d'acheter de nombreux produits dont il fait la promotion dans chacune de ses émissions radio. Un quart de chaque émission est consacré à la promotion de compléments alimentaires, médicaments, cosmétiques, accessoires survivalistes, stickers conspirationnistes, café et même des sifflets. Des produits qui répondent aux hypothèses du complot relayées par Jones. Baisse de la virilité liée au monde moderne, affaiblissement à cause de l'eau potable contaminée qui rend les grenouilles homosexuelles, guerre raciale civile à venir, troubles hormonaux provoqués par la modification orchestrée du climat. Alex Jones a un produit pour ça. Infowars n'est pas seulement un site, c'est aussi une marque. Alex Jones crée un climat d'anxiété et nous vend la solution. Alex Jones incarne le rôle du contre-expert. Similaire aux experts, universitaires, scientifiques et dans de plus rares cas ce titre terriblement arrogant d'intellectuel, les contre-experts adoptent souvent un langage qui pourrait se confondre avec celui des experts. Jargon, dates, chiffres, autant d'informations et d'éléments de langage qui se confondent avec ceux supposés être les plus à même de s'exprimer sur un sujet. Mais ils tiennent un discours différent, un contre-discours, en opposition au consensus scientifique, une institution ou un gouvernement. Ils ne croient pas au réchauffement climatique, aux découvertes scientifiques, à l'efficacité des vaccins, aux attentats, à l'histoire, à l'évolution naturelle des mœurs. Ils ne croient pas au discours officiel, à tout discours académique ou émanant d'une institution, d'un organisme. Seraient-ils alors les lanceurs d'alerte des sciences naturelles et humaines, de l'actualité ? Ils se disent censurés et dénoncent jusqu'au mensonge d'État. Ils dévoilent des secrets, font des révélations, ils étalent leurs arguments, leurs sources, apportent des documents et pléthore d'éléments pour étayer leur discours. Discours qu'ils vendent. Les lanceurs et lanceuses d'alerte révèlent au public un danger, une menace ou le secret d'une entreprise, voire d'un gouvernement. Mais le résultat se solde souvent par un procès, un exil ou pire. Le contre-expert, s'il n'est pas aussi présent dans les médias que les experts, reste malgré tout bien visible et bien audible dans des médias alternatifs. Avec son site Breitbart News, Steve Bannon ne cache pas sa volonté de tordre l'information à son avantage. Alain Soral a son propre site et avait une chaîne YouTube à son nom. Ils sont nombreux à mener leurs émissions, blogs ou podcasts quand ils ne sont pas relayés dans un cadre plus officiel. Quant au remplacisme global, dénoncé à juste titre par Renaud Camus... On voulait savoir si la thèse du grand remplacement... Vous l'assumez. Vous l'assumez, visiblement, vous l'assumez pas. Voilà, je dis qu'on est en voie, si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population. Bon ben voilà. Je suis convaincu de la réalité du grand remplacement. Certains sont même garants d'une marque. Steve Bannon exporte Breitbart hors des États-Unis. Alain Soral est directeur d'une maison d'édition et un véritable homme d'affaires par le biais de son site. Et c'est sans compter sur la multitude de livres publiés chaque année par les contre-experts. Des livres qui promettent des révélations, des faces cachées et des coulisses sur un fait, un événement, une période, une organisation, comme autant d'accroches dans une publicité ou sur l'affiche d'un film. Qu'est-ce qui prime ? La conviction ou le financier ? Une question récurrente du conspirationnisme est d'où vient l'argent ? Ou qui finance ? Obsession qui n'est pas sans rappeler quelques fantasmes tentaculaires. Une question, curieusement, qui n'est jamais posée aux contre-experts ou aux personnes que l'on peut percevoir comme conspirationnistes. Que penser alors d'un Alex Jones qui affirme faire une performance ?
Ou d'un Steve Bannon qui ne cache pas sa volonté de tordre l'information? La conviction ne réside-t-elle pas plutôt dans la forme plutôt que dans le fond? Qu'est-ce qui nous est vendu alors? Si les contre-experts inventaient tout ce qu'ils affirment, ils seraient dans la fiction. Parce que si Bannon reconnaît façonner l'information, si Jones affirme jouer un personnage, c'est qu'il y a une part de fiction dans leurs propos. Appelez-la sémantique créative ou vérité alternative, il y a bien une part de fiction. Et si le fait se mêle au faux, si le réel au fictionnel, comment peut-on alors distinguer l'un de l'autre? Au-delà des éléments de langage, au-delà des informations, des données alignées, si l'on sépare chaque couche du millefeuille, qu'est-ce qui apparaît? Une accumulation. Là où la méthodologie scientifique s'efforce de suivre un protocole, une analyse, et de s'appuyer sur des sources, le contre-expert ajoute des éléments, flirtant parfois avec la fiction. Il relie les points différemment, forçant parfois les traits, évitant ceux qui gênent son récit. C'est comme voir des figures dans les nuages. En se donnant des airs de scientisme, en se donnant une illusion de recherche, une apparence d'érudition, en brouillant la frontière entre vrai et faux, les contre-experts participent à ce qu'on appelle le confusionnisme. Le confusionnisme est un pilier du conspirationnisme. Mélange de faits et de fiction, il permet à son utilisateur de toujours rebondir, brandissant le fait quand on lui parle de la fiction tel un bouclier, faisant de la fiction le mortier qui tient les faits. Le confusionnisme ne ment pas, il se cache derrière sa part de vrai. Il se cache grâce au langage. Un langage qui permet de maîtriser le débat, ou plus exactement de maîtriser les termes du débat. Le contre-expert change constamment ses termes. Un mot se voit attribuer une signification, puis une autre. Mélanger un jargon spécialisé à des termes qui n'ont pas forcément leur place, détourner un mot. Tout comme les symboles Illuminati dans la pop culture, les mots deviennent interchangeables, reconnaissables, mais vides de sens à mesure qu'on les réutilise. Un langage qui n'a plus de sens est un langage qui ne permet plus l'échange. Et un langage qui ne permet plus l'échange est un langage détruit. Une fois le langage détruit, le débat devient impossible. Seule la personne avec les meilleures formules, la plus affirmée ou la plus bruyante en sortira en apparence vainqueur. Et ce ne sont pas les formules qui manquent. On nous ment, révélation, ce qu'on ne veut pas vous dire, ce qu'on vous cache, d'où vient l'argent, à qui profite le crime. Tant d'accroches percutantes qui s'impriment dans nos esprits, que l'on peut nous-mêmes réutiliser comme un signe de ralliement. Des formules proches du slogan, marketables, que l'on pourrait arborer sur un t-shirt, une couverture de livre ou en bannière de site internet. La fiction s'insérant au milieu des faits dans le discours participe à cette destruction du langage, brouillant les frontières du vrai et du faux. Lorsqu'elle sort du cadre de la fiction, l'hypothèse du complot reste un élément de narration. Une narration politique qui crée ses protagonistes et ses antagonistes. L'hypothèse du complot apparaît finalement comme un outil politique parmi les autres. George Soros est un adversaire fabriqué, les protocoles une volonté de saboter la contestation politique, les illuministes un argument contre les opposants de la monarchie. La politique professionnelle emploie les mêmes méthodes, tant dans la destruction du langage qui permet l'illusion du débat, que dans les idées réductibles en slogans et marketables en goodies. Après tout, le faux fut d'abord utilisé en politique. Mais si les mots n'ont plus de sens, si les symboles n'ont plus de sens, si la fiction et la réalité peuvent se confondre à loisir pourvu que les deux participent à une même narration, où se situe la conviction de la politique et du conspirationnisme? Si le conspirationnisme ne défend rien, ne propose rien, s'il n'y a pas d'idées mais seulement des slogans que l'on peut brandir en guise d'argument, que l'on peut marteler en plein milieu d'un échange afin d'assourdir la discussion, si le conspirationnisme n'a pas de conviction profonde, où nous amène-t-il en tant qu'outil politique? Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme n'est pas la première œuvre conspirationniste par hasard. Rédigée par un noble, représentant d'une élite du sang, religieux conservateur, nimbé d'ésotérique, ponctué d'accents paranoïdes, mélangeant pêle-mêle toute une série de groupes et d'organisations comme un antagoniste unique, une masse contre un nous, une vision manichéenne, regrettant l'ancien monde, le conspirationnisme est un avatar du fascisme. L'outil de base pour manipuler la réalité est la manipulation des mots. Si l'on est capable de contrôler le sens des mots, on est capable de contrôler les gens qui ont à s'en servir. Philippe Cadic.